Il n'aura fallu qu'un éclair de 5 minutes pour faire trembler les murs feutrés de l'ONU. Une poignée d'instants suffirent à embraser la planète entière, à scinder l'humanité en deux camps irréconciliables, ceux qui applaudissent l'écologie comme un impératif vital et ceux qui la conspuent comme une folie suicidaire. Ce bref moment, aussi court qu'un battement de cœur, est devenu le point d'ignition du plus grand séisme climatique diplomatique jamais enregistré. À peine avait-il quitté le pupitre que l'écho de ces mots brûlants résonnait encore sous les voûtes solennelles de l'ONU. Donald Trump, fidèle à sa rhétorique incendiaire, venait de balayer le changement climatique d'un revers de main, le qualifiant ni plus ni moins que d'arnaque planétaire, tout en accusant l'Europe de se saborder joyeusement avec ses lubies écolos. Planté face à l'Assemblée, il affichait ce fameux rictus narquois, mélange de défi et d'orgueil, persuadé d'avoir infligé un uppercut idéologique à cette hystérie climatique qu'il méprise tant. À ses yeux, personne n'oserait contre-attaquer publiquement. Pas ici, pas devant les caméras du monde entier, mais ce que Trump ne savait pas ou feignait d'ignorer, c'est que la pièce avait changé d'acteur depuis son dernier show présidentiel. Cette fois, les Européens n'étaient plus venus en spectateurs passifs. Une nouvelle garde, plus audacieuse, plus incisive, s'était levée. Et parmi eux, un certain Sébastien Lecornu. Du haut de son siège, le Premier ministre français fixait Trump avec une sérénité presque inquiétante. Un silence lourd de calcul. Ce regard-là n'était pas celui d'un homme pris de court, mais d'un stratège prêt à déclencher ce qui allait devenir l'un des plus grands retournements de situation dans l'histoire du débat climatique mondial. Pour mesurer l'onde de choc qui allait secouer les murs feutrés de l'Assemblée générale, il faut rembobiner le film de quelques heures et pénétrer dans l'opulente suite du Plaza Hotel. C'est là, entre moquettes luxueuses et verres de whisky ambrés, que Donald Trump peaufinait sa prochaine charge anti-écologie. En cercle fermé autour de lui, ses fidèles lieutenants, les plus dogmatiques, les plus bruyants, affûtaient leurs discours comme on prépare une embuscade médiatique. L'ambiance, un mélange de croisade idéologique et de stand-up politique, ces donneurs de leçons européens avec leur soi-disant pacte vert, une vaste blague, lançait-il en brandissant un graphique sur la flambée des prix de l'énergie. L'électricité hors de prix, les usines qui filent en Asie, les agriculteurs en colère. Leur écologie, c'est un aller simple vers la ruine économique. Et moi, je vais leur balancer ça en pleine figure devant toute la planète. Le plan aussi brutal qu'efficace tenait en 3 actes torpiller la légitimité des mesures vertes européennes depuis la scène planétaire de l'ONU ériger l'Amérique en parangon de réalisme économique face aux chimères écolos, et rallier les nations en développement en leur promettant croissance et bon sens plutôt qu'écologie punitive. Un storytelling calibré pour faire mouche ou faire mal. Ce que Trump n'imaginait pas, c'est qu'à quelques rues de là, dans le calme sophistiqué du Saint-Régis, un autre plan de bataille prenait forme. Dans l'ombre du luxe feutré, Sébastien Lecornu peaufinait sa contre-offensive avec cette rigueur méticuleuse qu'on aime appeler « à la française ». Il n'avait pas traversé l'Atlantique pour encaisser des coups. Non, il était là pour incarner une certaine vision de l'Europe, celle qui refuse de baisser les yeux face aux climato-sceptiques et qui assume sa responsabilité dans le destin climatique de la planète. Là où d'autres avant lui s'étaient trop souvent réfugiés derrière le rideau de la diplomatie polie, espérant que les tempêtes trumpiennes passent, Lecornu avait opté pour la frontalité. Pas de détour, pas d'esquive. Il comptait lui répondre non avec des slogans, mais avec des chiffres. Et pas n'importe lesquels, des faits sourcés, bétonnés, irréfutables, le genre de munitions qu'aucun tribun populiste ne peut balayer d'un revers de manche sans se ridiculiser. En amont du sommet, Matignon s'était transformé en centre de commandement climatique. Une cellule d'élite composée des têtes les plus affûtées du pays avait été mobilisée. À la table, Valérie Masson-Delmotte, l'oracle de la climatologie française, François Gemène, l'expert qui lit les mouvements de population, comme d'autres lisent dans une boule de cristal, et Barbara Pompili, qui connaissait chaque virgule des politiques écologiques tricolores. Ensemble, ils avaient bâti un arsenal argumentatif conçu pour une mission très spéciale, réduire à néant méthodiquement chaque mensonge annoncé. Lors d'une réunion à huis clos dans les salons feutrés de Matignon-Valérie Masson-Delmotte,
Figure phare de la climatologie mondiale, avait résumé la situation d'une lucidité chirurgicale. Monsieur le Premier ministre Trump bâtit son discours sur un château de sable composé de demi-vérités et de fake news. Mais face à des données solides, fraîches et inattaquables, ce château s'écroule. Il suffit d'aligner les bons chiffres au bon moment devant le bon public. C'est ainsi qu'avait commencé un travail d'orfèvre. Pendant des semaines, l'équipe avait rassemblé une collection d'arguments si redoutablement précis qu'ils en devenaient des lames de rasoir variation des températures à 0,1 degré près coup, réel des dérèglements climatiques, boom des emplois verts et tableau comparatif des performances énergétiques entre continents. Chaque punchline attendue de Trump avait sa réplique calibrée, chaque intox climatique, sa cure de vérité prête à jaillir. Mais pour verrouiller l'ensemble, Lecornu avait convoqué l'arme ultime, Jean Jouzel, ancien poids lourd du GIEC, lauréat du Nobel de la paix. Il était là pour tamponner chaque argument à l'encre indélébile de la science. Lors de leur dernier échange, Jouzel n'avait pas mâché ses mots. « Sébastien, tu t'apprêtes à croiser le fer avec l'un des champions mondiaux de la démagogie. Mais tu pars avec un allié que lui n'aura jamais la vérité scientifique. Et crois-moi, à la fin, c'est toujours elle qui gagne. » Le 23 septembre 2025, une date désormais inscrite au panthéon des affrontements diplomatiques sur le climat. Ce matin-là, l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvrait dans une tension palpable, comme avant un duel historique. Sur le papier, il s'agissait d'une simple session sur le développement durable. En coulisses, un choc frontal entre deux visions diamétralement opposées du futur d'un côté, la science et la responsabilité, de l'autre, le scepticisme assumé et le populisme climato-sceptique. Trump, fidèle à lui-même, avait exigé de parler le premier comme le veut le protocole pour les anciens locataires de la Maison-Blanche. À 14 heures tapantes, il grimpa à la tribune avec le sens du spectacle qu'on lui connaît, vêtu de son éternel costume bleu nuit, taillé au cordeau cravate rouge sang soigneusement ajusté, et cette posture d'homme sûr de son effet. « Mesdames et messieurs représentants du monde libre », lança-t-il d'une voix grave et théâtrale accompagnée de gestes larges millimétrés, « je suis ici pour révéler une vérité que beaucoup préfèrent taire. Le réchauffement climatique n'est rien d'autre qu'un vaste mensonge mondial. » Dans la salle, un frisson remonta les travées. Même les diplomates les plus aguerris rôdés aux outrances trumpiennes furent surpris par le ton brutal de l'attaque balancée en pleine salle sacrée de l'ONU. Et Trump, d'enfoncer le clou en désignant du doigt la section européenne, « Regardez-les, ils s'autodétruisent avec leur lubie écologique. Le prix de leur électricité a explosé, leurs usines fermant les unes après les autres. Les paysans crient famine dans la rue. Et pendant ce temps, la Chine et l'Inde polluent à tour de bras. Où est la logique là-dedans ? » Le ton venait de changer de registre. Trump n'attaquait plus des idées, il visait des visages. Sa diatribe prit un virage personnel et frontal, ciblant directement les Européens, assis là contraints de digérer l'humiliation en direct. Il n'y allait pas par 4 chemins, les énergies renouvelables, une supercherie XXL, le vent capricieux, le soleil, il dort la nuit. Et on voudrait faire tourner une économie moderne avec ça, vous plaisantez. Puis le coup de grâce tomba direction la France, et en ligne de mire Lecornu. Parlons un peu de cette France qui se vante d'être le phare écologique de l'humanité, pendant que ses centrales nucléaires datées menacent tout le continent. Monsieur Lecornu, vos éoliennes massacrent vos campagnes et étranglent vos agriculteurs. Quant à vos voitures électriques, elles ne roulent que grâce à l'atome. Vous appelez ça une vision cohérente. C'était tout sauf une sortie improvisée. Cette salve ultra ciblée était pensée pour piéger Lecornu, le pousser à réagir à chaud, à perdre son calme, à bafouiller sous pression. Un scénario rêvé pour Trump, expert en chaos contrôlé. Dans ce théâtre diplomatique, l'Américain jouait la provocation, comme d'autres jouent du violon avec précision et instinct prédateur. Lecornu, lui, n'a pas bronché. Impassible, il gribouillait calmement sur son carnet, le visage aussi neutre qu'un mur de granit. Pas une grimace, pas un froncement de sourcils. Une maîtrise glaciale qui aurait dû faire tilter Trump. Mais le showman, absorbé par sa propre mise en scène, n'a pas perçu ce calme comme un avertissement. Erreur stratégique.
Et comme toujours, Trump conclut son numéro par un refrain bien rodé balancé avec l'assurance d'un slogan publicitaire « L'Amérique mise sur le bon sens économique, pas sur des utopies vertes ». Pendant que nous créons des emplois et faisons baisser les factures d'énergie, l'Europe se saborde gaiement avec ses illusions écolo. Nous restons les maîtres du jeu. Puis sans pause, l'atmosphère bascula. Tous les regards convergèrent vers Lecornu, désormais au centre du ring. Sans se presser, le Premier ministre français se leva empreint de cette élégance discrète que les diplomates parisiens savent manier comme une arme. Il gravit les marches de la tribune avec la tranquillité d'un homme qui sait exactement ce qu'il va dire. Arrivé face à Trump, il planta son regard dans celui de son adversaire sans une once de tremblement. Puis d'une voix calme mais tranchante, il lança « Monsieur Trump, merci. Merci pour ce concentré admirable de désinformation vintage, digne des années 1990. Vous venez de nous livrer un best-of de contre-vérités d'approximation grotesques et de mauvaise foi assumée. Il est temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça, avec des faits. Le coup partit immédiatement sec et net, mais emballé dans cette politesse bien française qui rend la claque encore plus sonore. Une attaque tout en finesse mais tranchante comme une lame. Pris de court, Trump se laissa tomber sur son siège, le visage contracté par une moue contrariée. Sans perdre une seconde, Lecornu ouvrit son dossier d'un geste calme, presque cérémonial. « Vous parlez d'escroquerie climatique, Monsieur Trump ?» Très bien. Voici les chiffres. NASA, NOAA, GIEC, 3 institutions et non des moindres, qui confirment que 2024 a battu tous les records, plus 1,48 degrés en moyenne sur la planète. Alors si c'est une arnaque, elle est étrangement bien documentée. La première balle avait fait mouche, et Lecornu enchaîna implacable comme un chirurgien en pleine opération. Sur les énergies renouvelables, vous ironisez. Parlons chiffres alors. Aujourd'hui, 47% de notre électricité est issue de sources vertes. Le coût du solaire lui a dégringolé de 71%. Pendant ce temps, les États-Unis restent scotchés à 61,9% d'énergie fossile importée, une dépendance coûteuse et surtout technologiquement dépassée. Puis il attaqua là où ça fait mal l'économie. Vous accusez l'Europe de ruiner sa croissance avec ses ambitions climatiques. Pourtant, nos industries de technologie verte font vivre 3 millions de personnes et génèrent 36 milliards d'euros par an. Et devinez où Tesla, oui, votre fierté nationale, réalise presque la moitié de ses ventes en Europe. Alors, Monsieur Trump, si folie il y a... Elle semble plutôt profitable à vos propres entreprises. L'atmosphère changeait. Une vague de réactions discrètes balayait la salle, ici un haussement de sourcils approbateur, là un sourire en coin chez les délégués européens. Mais Lecornu ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. Il tira calmement un deuxième document de son dossier comme un prestidigitateur sortant un atout final. Parlons chiffres encore une fois, mais cette fois-ci, de ce que coûte l'inaction. En 2024, les États-Unis ont encaissé 47 milliards de dollars de pertes liées aux catastrophes climatiques, un ouragan ravageur en Floride, des incendies apocalyptiques en Californie, des tornades dans le Midwest. De notre côté, l'Europe s'en est sortie avec 23 milliards d'euros. Moralité, prévenir, ça coûte moins cher que réparer. Et là, le tempo s'accéléra. Trump commençait à s'agiter sur son fauteuil, son confort oratoire sérieusement mis à mal. Lecornu lui restait glacial, chirurgical. Vous raillez nos voitures électriques. Pourtant, nous en produisons 2-3 millions par an quand les États-Unis plafonnent à 1,8 million. Notre indépendance technologique réduit notre besoin de pétrole étranger. Pendant que vous continuez à arroser les géants du pétrole avec des subventions, nous, on façonne les emplois de demain. Et là, sans prévenir, il lâcha la phrase qui allait embraser les réseaux sociaux, faire la une des journaux et marquer les esprits. Vous nous accusez de jouer à la roulette russe avec l'écologie, non, Monsieur Trump. Le vrai suicide, c'est d'ignorer la science. Et votre pays mérite mieux que ces fables climato-sceptiques. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Plus un mot. Même Trump, habitué à avoir le dernier le plus bruyant, restait figé. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait rien à répondre. Mais Lecornu n'en avait pas encore fini. Il leva doucement les yeux et enchaîna comme s'il déroulait un dossier de plus dans un procès méthodique.
Parlons donc de ces agriculteurs que vous prétendez défendre avec tant de ferveur. En France, nos mesures d'adaptation climatique ont permis de maintenir une production stable malgré des épisodes de sécheresse répétés. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis ont vu 34% de leur maïs partir en fumée à cause des vagues de chaleur de l'été dernier. Alors M. Trump qui protège vraiment ses paysans. Le ton restait calme, mais le flot de données lui devenait implacable. Chaque phrase tombait comme une vérité assénée, chaque chiffre résonnait comme un coup de massue sur l'édifice argumentaire de Trump. Et puisque vous parlez de cohérence énergétique, la France produit une électricité bas carbone issue du nucléaire et des renouvelables. Chez vous, 61% de l'énergie est encore tirée de sources fossiles polluantes. Quant à nos émissions de CO2 par habitant, réduites d'un facteur 4. Trump cherchait visiblement une faille, une porte de sortie, un mot pour reprendre le contrôle. Mais l'écornu implacable lança sa conclusion comme on claque la porte d'un débat. Monsieur Trump, vous incarnez l'hier, les œillères, l'inaction, l'irresponsabilité face à ce que nous léguons à nos enfants. L'Europe, elle regarde devant elle, choisit l'audace, la science et la responsabilité. Et l'histoire, car elle tranchera, retiendra qui entre celui qui refuse de voir et ceux qui agissent avaient raison. Et là tomba la phrase qui allait résonner bien au-delà des murs de l'ONU. Une phrase taillée pour les livres d'histoire, pour les manchettes, pour les générations futures. Monsieur Trump, la plus grande supercherie jamais vendue au monde, ce n'est pas la lutte contre le changement climatique. C'est de faire croire qu'on peut piétiner la science sans en payer le prix. Silence, puis une déflagration d'applaudissements. La salle s'embrasa d'une standing ovation instantanée. 3 longues minutes debout, un tonnerre d'ovations venu du monde entier. Le cornu venait d'asséner un coup de marteau dans le marbre de la diplomatie. Trump blême quitta les lieux sans attendre la fin. Battu, en direct, le séisme médiatique fut immédiat, planétaire. Quelques instants plus tard, les plateformes explosaient. TikTok, X, YouTube, Instagram, tous vibraient au rythme du duel devenu légendaire. Le cornu vs Trump, Science Wins, Lich Facts Not Fakes, tendance mondiale pendant 3 jours d'affilée même aux États-Unis. Et la riposte du monde scientifique fut fulgurante. Harvard, le MIT, Stanford, les plus grandes institutions américaines publièrent dans la foulée des communiqués saluant la victoire éclatante de la vérité scientifique sur la démagogie. Plus de 2000 chercheurs américains signèrent une pétition de soutien à l'écornu, exigeant que Trump mette fin à sa croisade contre les faits climatiques. La reine avait changé de camp. Et la science venait de remporter haut la main son plus grand face-à-face diplomatique. En Europe, l'onde de choc n'avait rien de discret. C'était une déflagration de fierté collective. Depuis bien longtemps, aucun dirigeant du vieux continent n'avait réussi à faire face à Trump et encore moins à le battre sur son propre terrain sous les projecteurs du monde entier. Cette fois, c'était fait. Et ça se voyait dans les chiffres selon Eurobaromètre, 84% des citoyens européens saluaient la prestation de l'écornu. Un véritable raz-de-marée de soutien. Mais la réaction la plus puissante ne vint pas des institutions ni des élites, elle vint de la jeunesse. Celle qui manifeste chaque vendredi, celle qui bloque des ponts pour le climat, celle qui en a assez des demi-mesures. Greta Thunberg, icône planétaire, posta simplement « Enfin un dirigeant qui dit les choses telles qu'elles sont ». Merci Sébastien Lecornu. Il n'en fallut pas plus pour que les mouvements écologistes du monde entier l'érigent instantanément en figure de proue. Un nouveau visage. Une nouvelle voix. Pendant ce temps, Trump, blessé dans son orgueil, tenta de riposter à coups de tweets vengeurs. Mais cette fois, ses messages tombèrent dans le vide. Que répondre à des faits sourcés, à des données vérifiées? Comment contrer la vérité quand elle est aussi implacable? Ces vieilles recettes fake news et coups de menton venaient de se fracasser contre le mur du réel. 6 mois plus tard, la vague ne redescendait toujours pas. Le cornu était devenu l'un des porte-drapeaux mondiaux de la cause climatique. Sollicité par les universités les plus prestigieuses, écouté par les chefs d'État européens, acclamé par une jeunesse en quête de repères. De ministre, il était passé au rang d'icône. Trump, quant à lui, ressortit de l'épisode avec une image sérieusement écornée, y compris dans son propre camp.
Même parmi ses partisans les plus fidèles, nombreux furent ceux qui, après l'intervention de Le Cornu, ouvrirent enfin les yeux. Beaucoup d'Américains réalisèrent brutalement à quel point on leur avait menti sur l'état réel de la planète. Et cette prise de conscience, elle ne pouvait plus être effacée. Ce jour-là, en 5 minutes, chrono, quelque chose bascula. Un basculement historique. Ce fut l'instant où l'Europe, lassée de courber l'échine devant les coups de menton américains, releva la tête. Pour défendre enfin ce en quoi elle croit, grâce à Le Cornu, le monde découvrit qu'on peut désarmer le populisme, non pas avec des cris, mais avec des faits, à condition d'avoir le courage de les affirmer sans trembler. Le New York Times le résuma en une formule devenue culte. Il n'aura fallu que 5 minutes à un Premier ministre français pour accomplir ce que 10 années de sommets internationaux n'avaient jamais réussi à faire. Il a rappelé que quand il faut choisir entre la science et les mensonges, la réponse devrait être une évidence. Et cette leçon-là résonne encore aujourd'hui. Face à ceux qui manipulent l'opinion en niant l'évidence la plus puissante des armes, reste la vérité dite, dite fort et surtout appuyée sur des faits solides. Mais ce que peu savent, c'est que cette claque historique n'était pas née d'une simple inspiration soudaine, elle était le fruit d'un travail minutieux orchestré dans l'ombre depuis des mois. Ce qui allait devenir une riposte mémorable sur la scène mondiale avait en réalité commencé bien avant dans les couloirs feutrés de l'Élysée. 4 mois plus tôt, loin des caméras, une réunion confidentielle s'était tenue derrière les portes capitonnées du palais présidentiel. L'enjeu élaborer une riposte française à ce que tous redoutaient, le grand retour de Donald Trump dans le concert international et avec lui, son arsenal de désinformation climatique. Par une soirée glaciale, Emmanuel Macron avait réuni son cercle rapproché dans le salon Napoléon, un décor chargé d'histoire pour préparer une autre forme de bataille. La question posée était limpide, presque clinique. Comment désamorcer les bombes climato-sceptiques que Trump s'apprêtait à relancer dans le débat mondial ? Il va revenir plus agressif que jamais, avait prévenu le président, les mains jointes, le regard grave. Et ces contre-vérités commencent déjà à s'infiltrer jusqu'ici. Même en Europe, nous devons être prêts, pas avec des slogans, mais avec une réponse chirurgicale. Autour de la table, un casting de haut vol, les meilleurs cerveaux de France mêlant climatologie de pointe et stratégie politique affûtée. Parmi eux, la brillante Valérie Masson-Delmotte, figure emblématique du GIEC, connue autant pour la rigueur de ses analyses que pour sa capacité à les rendre compréhensibles au grand public. Ce soir-là, une machine de guerre intellectuelle venait d'être enclenchée. Au cœur du dispositif, 3 figures clés, François Gemène, le maître incontesté des migrations climatiques, et professeur à Sciences Po, Barbara Pompili, ancienne ministre de la Transition écologique, et enfin Jean Jouzel, scientifique emblématique, lauréat du Nobel de la paix, aux côtés d'Al Gore. Une équipe de choc. Lors d'une session de travail intense à l'Élysée, c'est Valérie Masson-Delmotte qui lança les hostilités. Président Trump ne change jamais sa recette. Il s'appuie sur 3 leviers, il attaque la science, il exagère les coûts de la transition et il minimise tout en comparant à pire. Nous devons bâtir une contre-offensive méthodique bétonnée sur chacun de ces axes. Jean Jouzel, toujours aussi analytique, avait ajouté « Le vrai danger, c'est son habileté à glisser 2 chiffres exacts dans un flot de contre-vérité. Le démonter ne suffit pas, il faut le coincer avec ses propres sources, du Made in USA. Des données qu'il ne pourra ni rejeter ni discréditer. » Et c'est là qu'émergea l'idée brillante d'une riposte façon jiu-jitsu climatique, utiliser la rhétorique même de Trump pour le faire trébucher. La manœuvre. Ne citer que des organismes américains irréprochables, NASA, NOAA, département de l'énergie EPA, pour retourner son propre narratif contre lui. Pendant plusieurs semaines, sous la houlette de Le Cornu, une cellule d'élite transforma chaque attaque potentielle en munitions de riposte. C'est François Gemène qui avait mis le doigt sur un point souvent négligé mais absolument vital. Ce n'est pas parce qu'on a raison scientifiquement qu'on gagne dans l'arène médiatique. Trump lui s'est transformé une absurdité en slogan et un slogan en vérité pour des millions de gens. Alors oui, nous devons être simples, mais simple vrai. D'ici, ce principe fondamental allait devenir le cœur battant de toute la stratégie Le Cornu, rendre la science intelligible, percutante, irrésistible.
et surtout impossible à tordre. Mais cette opération n'était pas seulement défensive. Elle avait une ambition autrement plus audacieuse, réduire Trump au silence, le confronter si frontalement que ses vieux refrains climato-sceptiques paraissent ridicules même à ses propres soutiens. Je ne veux pas de mots doux ou de formules diplomatiques, avait coupé net Lecornu à ses équipes. Ce que je veux, c'est une leçon magistrale, un démontage public, que chaque fake news qu'il adore répéter se transforme en boomerang devant la planète entière. Résultat, un travail titanesque, méthodique, presque maniaque. Chaque intox climatique déjà servi par Trump avait été disséqué, démonté, neutralisé par des faits vérifiés et sourcés. Mieux encore, des spécialistes en sciences cognitives furent appelés en renfort pour que les arguments scientifiques ne tombent pas dans l'oubli mais s'impriment durablement dans les esprits. Dans l'ombre, un nom revenait souvent sans jamais apparaître publiquement, Anders Vlinden. Ce chercheur à la tête du prestigieux Cambridge Social Decision Making Lab était devenu l'arme secrète du dispositif Lecornu, son diagnostic sans appel. Trump recycle ce qu'on appelle des arguments zombies, des mensonges bien maquillés, faciles à retenir, impossibles à tuer, tant qu'ils ne sont pas désintégrés publiquement. La seule riposte efficace, c'est une claque intellectuelle tellement puissante que l'idée ne puisse plus jamais se relever. Cette approche fut l'étincelle finale de la stratégie Lecornu. Il ne s'agirait plus simplement de corriger le tir, mais de démolir chaque mensonge avec une violence argumentaire telle que le reprendre en public deviendrait embarrassant. L'objectif provoquait ce que les psychologues appellent un effet d'évidence, ce moment fulgurant où la vérité devient si claire qu'elle en devient incontestable. Pour affûter cette tactique, le QG de Matignon se transforma pendant des jours en studio de simulation politique. Face à Lecornu, ses conseillers se métamorphosaient en figure type Trump, en version live, journaliste, alarmiste, citoyen inquiet de sa facture ou diplomate du Sud global méfiant vis-à-vis des injonctions écologiques. Monsieur le Premier ministre, vos éoliennes massacrent les oiseaux et défigurent nos paysages, hurlait un conseiller dans la peau d'un trumpiste convaincu. Et Lecornu, impassible de répondre comme une lame tranquille, « Monsieur le conseiller, les éoliennes tuent moins d'un oiseau sur 10 000. Les centrales à charbon chères à Monsieur Trump en éliminent des milliers. Alors si c'est des moineaux qu'on veut sauver, il va falloir choisir ses combats. » Ancien officier reconverti en stratège politique, Lecornu abordait le climat avec la même discipline militaire qu'il appliquait autrefois à la défense nationale. Sa devise, ce n'est pas sur le champ de bataille qu'on gagne, mais bien avant. Et il la martelait à ses équipes comme un général en campagne. Trump improvise des shows, nous, on orchestre des vérités. Rien n'était laissé au hasard. Même les moindres détails en apparence anodins faisaient l'objet d'une planification millimétrée. Look un costume bleu foncé classique taillé pour souligner la sobriété et tranché avec la flamboyance tapageuse de Trump. Corps-gestes sobres, parfaitement contrôlés comme une équation scientifique en mouvement. Voix-ton posé rythmé avec justesse, comme un métronome de lucidité en réponse aux envolées bruyantes de l'adversaire. Pour peaufiner cette partition millimétrée, un expert en communication d'élite, ancien mentor de plusieurs lauréats du Nobel, fut discrètement sollicité. Sa consigne éclairante, « Monsieur le Premier ministre aux yeux du monde entier, vous n'êtes pas seulement le visage de la France. Vous incarnez l'intellect collectif des chercheurs face au brouillard des mensonges. Chaque syllabe, chaque mouvement doit être un manifeste de rigueur. À moins d'1 mois du sommet onusien, une révélation de premier ordre atterrit sur le bureau de Lecornu. Les services de renseignement français, toujours en veille, avaient mis la main sur les grandes lignes du discours que Donald Trump peaufinait dans l'ombre. Préparez-vous, il va frapper fort, attaque en règle contre l'Europe moquerie sur le prix de notre électricité, sarcasme sur les voitures électriques et tir ciblé sur notre parc nucléaire, avait résumé avec gravité le chef de la DGS lors d'une réunion classée confidentielle défense. Ce cadeau tombé du ciel permit à l'équipe française d'aiguiser sa stratégie. Chaque pic anticipé de Trump se voyait désormais opposer une réplique chirurgicale. La riposte devenait un jeu d'horlogerie, un coup une réponse. Une provocation, un fait. Lecornu, amusé par tant de prévisibilité, avait lâché dans un sourire
Il va nous tendre son menu de fake news sur un plateau doré. À nous d'en faire des sashimi de vérité sous les yeux de la planète entière. À bord de l'Airbus A330 présidentiel cap sur New York, l'ambiance était celle d'un vestiaire avant un match décisif. Pendant que l'avion fendait l'Atlantique, le cornu, concentré comme jamais enchaînait les révisions, répétait ses punchlines, peaufinait ses données. Autour de lui, ses conseillers jouaient le rôle de sparring partners, chauffant leur champion pour un duel mondial. « Garde ça en tête, Sébastien », lui glissa Valérie Masson-Delmotte alors que les réacteurs grondaient au-dessus de l'Atlantique. « Ce n'est pas seulement ton discours, c'est celui de l'écrasante majorité du monde scientifique, 87% pour être précis, face à une poignée d'irréductibles du pétrole et de la confusion climato-sceptique. Le poids des faits est de ton côté. » Jean Jouzel, plus solennel, enfonça le clou. « Ce que tu vas faire à New York n'est pas un simple échange d'arguments. C'est une leçon de rigueur scientifique prononcée devant l'auditoire le plus influent de la planète. Ce n'est pas une tribune, c'est une scène mondiale. Et tu en es l'orateur. » Ces paroles gravées dans son esprit avaient galvanisé le cornu. L'idée de reculer ou d'improviser n'avait plus sa place. À Manhattan, l'air vibrait d'attente avant même que la première réunion de l'ONU ne commence. Dans les salons dorés du Plaza Hotel Quartier Général improvisé de Trump, les journalistes américains chuchotaient frénétiques autour de ce qui s'annonçait comme une déclaration choc de l'ex-président sur le climat. Dans les couloirs feutrés du QG français à New York, l'atmosphère était studieuse. Le cornu, entouré de ses stratèges scientifiques, ajustait chaque réplique comme on affûte une lame avant un duel. Soudain, une voix familière surgit depuis Stockholm, appel inattendu de Greta Thunberg. « Monsieur le Premier ministre, demain vous serez le porte-voix de toute une génération face aux fausses vérités climatiques. Le monde des jeunes vous regarde. » Ce coup de fil n'était pas anodin. Il donna à Lecornu une force nouvelle, un supplément d'âme. L'enjeu dépassait désormais le cadre diplomatique ou scientifique, c'était une bataille morale portée par le souffle de millions de jeunes inquiets pour leur avenir. À 6h30 le 23 septembre, alors que le soleil baignait Central Park, Lecornu s'était levé tôt pour relire une dernière fois ses notes. Le regard grave, il murmura à son équipe réunie autour de lui « Ce matin, je ne suis pas seulement le représentant de la République française. Je suis le témoin d'une vérité que d'autres refusent d'entendre. Nous avons le devoir de parler car ce moment-là, l'histoire ne l'oubliera pas. » Une fois arrivé au siège des Nations Unies, il fut saisi par l'effervescence hors norme. 200 journalistes accréditaient un record absolu pour un débat sur le climat. Dans la salle, les délégations africaines et des petites îles suivaient chaque mouvement, chaque mot, avec une intensité poignante. Pour eux, ce n'était pas de la politique. C'était leur survie. Peut-être qu'enfin quelqu'un va avoir le cran de lui balancer la vérité en pleine face, glissa l'ambassadeur des Maldives, le regard rivé sur l'estrade. Ce jour-là, dans la salle mythique de l'Assemblée générale de l'ONU, l'ambiance n'avait rien à envier à celle d'un procès historique. Deux visions du monde allaient s'affronter, d'un côté le climato-scepticisme version Trump, de l'autre une Europe armée de science et de données solides. Les projecteurs des grands médias CNN, BBC, France. 24. Al Jazeera était braqués comme des témoins muets, capturant chaque souffle, chaque expression. Quand Trump s'était avancé pour parler, Lecornu l'avait fixé non pas avec colère, mais avec la curiosité froide d'un chercheur observant un spécimen rare de rhétorique fallacieuse. Chaque inexactitude, chaque demi-vérité, chaque pirouette dialectique était méticuleusement repérée, classée et prête à être neutralisée. « Ah, il déroule son petit catalogue de fausses vérités tout comme on l'avait prédit !» songea Lecornu calme et concentré. « Parfait. Il vient sans s'en rendre compte de m'offrir tous les angles d'attaque dont j'avais besoin. » Et en effet, une fois son monologue terminé, Trump laissait derrière lui une série de brèches que la délégation française n'attendait qu'à exploiter une à une méthodiquement. Tout ce que Trump avait lancé ce jour-là, ses pics sur les renouvelables, son sarcasme anti-nucléaire français, ses caricatures de l'Europe, n'avaient rien d'une surprise. C'était un scénario attendu, prévu, disséqué à l'avance. Mais ce que le monde n'a pas immédiatement perçu, c'est que, derrière l'éclat de la réplique brillante de Lecornu,
se cachait une mécanique redoutablement fine, huilée par les meilleurs cerveaux de la communication scientifique. Pendant qu'il répondait, le cornu ne se contentait pas de débattre, il déroulait une leçon de psychologie appliquée en direct. Le choc visuel des contrastes. En opposant chiffres européens encourageants et statistiques américaines déprimantes, il instaurait une évidence brutale. Trump incarnait l'échec, l'Europe, l'espoir. Deux larmes de la légitimité. Toutes les sources invoquées venaient d'institutions américaines. NASA, NOAA, département de l'énergie. Autrement dit, des données que Trump lui-même n'aurait pu discréditer sans se tirer une balle dans le pied. 3. La puissance de la clarté. Plutôt que d'assommer l'auditoire avec des pourcentages obscurs, le cornu traduisait 61% d'énergie fossile devenait 4 Américains sur 5 dépendent encore du pétrole étranger. Simple frappant. 4 retourner l'émotion contre elle-même. Là où Trump semait l'angoisse, le cornu semait l'orgueil. Fini la peur de perdre. Place à la fierté d'avancer. Ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, mais comment il l'a dit, qui a laissé une empreinte indélébile sur la planète entière. La prestation de Le Cornu ne relevait pas de la simple rhétorique politique bien ficelée, c'était une démonstration éclatante de l'art de transformer la science en arme diplomatique, avec la rigueur d'un chercheur et l'élégance d'un chef d'État. Et puis le raz-de-marée médiatique. Même les stratèges les plus enthousiastes de l'Élysée n'avaient osé rêver d'un tel tremblement de terre. En quelques heures à peine, les punchlines de Le Cornu étaient reprises, traduites en 47 langues disséquées dans des podcasts et commentées sur les 5 continents comme une leçon de debunking en live digne des meilleures séries Netflix. Du côté du MIT, le très respecté professeur Cri Emmanuel, figure emblématique de la climatologie, lâcha ce verdict sans appel. En 5 minutes chrono, Le Cornu a révolutionné l'éducation climatique plus efficacement que 10 années de nos séminaires. Une exécution chirurgicale de la vérité. À Stanford, Katharina Mayo, experte en communication environnementale, y vit un moment historique. C'est l'exemple parfait de comment un échange tendu peut devenir un bijou de pédagogie scientifique. Mais ce sont peut-être les jeunes cerveaux en blouse blanche qui ont réservé à Le Cornu le plus bel hommage. Sur les campus du monde entier, de Buenos Aires à Séoul, des doctorants en sciences du climat ont lancé les fameuses Cornu Parties, des soirées d'analyse passionnées où l'on disséquait chaque seconde de son intervention comme un match de finale mondial. Il nous a prouvé qu'on pouvait conjuguer la rigueur scientifique avec un impact politique redoutable, racontait avec admiration Sarah Chen, doctorante à Berkeley. Ce soudain engouement ne devait rien au hasard. C'était la première fois qu'un chef d'État en pleine arène diplomatique s'armait de la méthode scientifique pure hypothèse, donnée expérimentation-conclusion. Pas de slogan, pas de rhétorique floue, juste des faits exposés avec l'élégance d'un professeur et la précision d'un chirurgien. Et ça a fait mouche. 6 mois plus tard, l'onde de choc de ce duel historique se ressentait dans tous les secteurs. Dans le monde politique, Le Cornu était devenu un maître incontesté de la pédagogie climatique. Les universités les plus prestigieuses se l'arrachaient pour décrypter son art du fact-checking diplomatique. Son discours était décortiqué dans les écoles de journalisme comme le modèle ultime d'une riposte en direct clair, net et sourcée. Dans la sphère scientifique, l'effet fut encore plus éclatant. Les filières de climatologie affichaient des pics d'inscription records dans toute l'Europe. Une génération de jeunes chercheurs voulait désormais marcher dans ses pas, comprendre la science et la défendre bec et ongles dans l'arène publique. Le GIEC enregistrait une avalanche de candidatures de profils brillants. Dans les médias, la joute Le Cornu Trump s'était transformée en cas d'école absolu. Des séminaires de journalisme passaient la scène au ralenti, enseignant à leurs étudiants l'art de démanteler calmement et méthodiquement la désinformation en temps réel avec la classe en plus. Mais c'est sans doute l'effet le plus inattendu qui frappa en plein cœur, Donald Trump lui-même. Lui, le roi incontesté de la joute verbale, le showman des estrades politiques, vit pour la toute première fois son arme favorite, le verbe, totalement désarmé par une chose toute simple des faits, des chiffres, des preuves. Et ce choc, loin d'être anodin, l'ébranla au plus profond.
Pendant des semaines, il évita prudemment de s'aventurer à nouveau sur le terrain climatique, comme si la moindre allusion pouvait raviver le traumatisme. Quand il tenta malgré tout de reprendre la parole sur le sujet, l'effet boomerang fut immédiat. À la moindre évocation de ces sempiternelles rengaines climato-sceptiques, les journalistes brandissaient les chiffres implacables du discours de Lecornu comme un miroir impitoyable. L'opposition s'en délectait et même dans son propre camp, certains s'en servaient pour le contredire. Comme le résumait Lecornu avec un sourire en coin, « J'étais devenu son pire cauchemar ». Trump, pour la première fois, se retrouvait piégé dans l'image de son propre mensonge. Ce retournement spectaculaire provoqua un effet domino au sein même du Parti républicain. Libérés de l'emprise verbale de leur ancien chef, plusieurs modérés osèrent enfin s'exprimer à voix haute. Inspirés par la clarté de Lecornu, ils mirent en cause la ligne climato-sceptique de leur parti. Si un Premier ministre étranger peut ridiculiser notre ex-président à l'ONU simplement avec des graphiques et des faits, c'est qu'il est peut-être temps de changer de discours. Lâcha même le sénateur Mitt Romney, déclenchant une onde de choc à Washington. 12 mois après ce duel à l'ONU devenu historique, les plaques tectoniques de la géopolitique climatique avaient bougé pour de bon. L'Europe, longtemps reléguée au second plan dans le tumulte des grandes puissances, reprenait fièrement les rênes morales du combat environnemental. Outre-Atlantique, les États-Unis étaient plongés dans un grand ménage idéologique. Comment justifier des décennies d'hésitation alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes? Même la Chine d'ordinaire, peu sensible aux critiques, accélérait discrètement ses investissements dans les technologies vertes pour éviter de finir dans le même sac que Trump, celui des climato-sceptiques décrédibilisés. Mais le vrai séisme fut ailleurs, une nouvelle génération politique, jeune audacieuse et armée de preuves scientifiques, montait en puissance. Inspiré par le modèle Lecornu des élus d'Allemagne, du Canada, d'Espagne ou d'Australie, ne se contentait plus de répondre, il déconstruisait méthodiquement les mensonges point par point source à l'appui graphique à l'écran. Cette vague atteignit son sommet à la COP30 tenue à Brasilia en novembre. Cette fois, plus de place pour les demi-vérités, les approximations diplomatiques, les « oui mais » d'usage. Le temps de la rhétorique molle était révolu. Lecornu a bouleversé la donne, commenta Christiana Figueres avec admiration. Désormais, mentir sur le climat, c'est s'exposer à un démontage public et immédiat. On vient d'entrer dans l'ère de la vérité obligatoire, une révolution dans la diplomatie mondiale. Quant à Lecornu, il avait franchi une frontière que peu de responsables politiques atteignent, celle du mythe vivant. De simple chef de gouvernement français, il était passé au rang d'icône planétaire incarnation de la résistance intellectuelle à l'ère de l'intox. Son intervention du 23 septembre 2025, décryptée dans les amphis de Yale, disséquée à Oxford, projetée à Tokyo comme un chef-d'œuvre de rhétorique, alliant audace politique et rigueur académique. Lors de la cérémonie des prix Nobel 2026, le comité norvégien, dans une prise de parole inhabituelle, salua solennellement son combat, soulignant que bien qu'il ne soit pas lauréat, son engagement pour la vérité scientifique face aux affabulations climatiques incarnait à la perfection l'âme même du Nobel, et surtout qu'il avait ravivé une étincelle mondiale d'espoir. L'histoire retiendra que ce 23 septembre-là, dans la salle solennelle des Nations Unies, un homme n'ayant pour seule arme que des faits rigoureusement vérifiés, réussit là où tant avait échoué faire taire l'un des maîtres de la désinformation de notre siècle. Et par cet exploit où la lumière de la science balaya les ténèbres de l'ignorance, il rendit à la raison ce qu'elle avait perdu sa capacité à faire vibrer les peuples.